Ok. Ouais, voilà. En fait, bon, ça arrive peut-être un peu de façon un peu désordonnée. En fait, ce qui m'aurait intéressé, je sais pas, il y a quelque chose dans tout ça qui est beaucoup plus proche de nous. Euh, à la fois en même temps un peu passé, je sais pas, est-ce qu'on peut établir certains parallèles avec, par exemple, la crise algérienne. Voilà, c'était ma question. Oui, alors si j'ai bien compris ta question, Marek, hein, c'est le lien avec la crise algérienne. Je pense qu'il y en a un, et, effectivement, c'est que j'ai essayé de brosser très, très rapidement. C'est que pendant la guerre civile en Algérie, euh, qui a duré un moment, qui a aussi fait des dizaines de milliers de morts, si c'est pas plus, entre au départ le FIS et le FLN, il y a eu le GIA qui lui aussi avait un comportement, on va dire, on peut dire à la Daesh. Aujourd'hui, on a l'impression que Daesh c'est le monstre absolu et presque on oublie que Al-Qaïda c'était quand même déjà pas mal au niveau barbarie, ou le GIA qui massacrait des villages complets, on savait plus trop qui massacrait parfois, c'est que Al-Qaïda au Maghreb islamique a repris les restes du GIA. Je pense que la différence, c'est que dans des régions comme la Syrie et l'Irak, comme l'expliquait Nico, tout ça, des régions de guerre assez longues, ils ont trouvé le moyen de constituer un État. Il y avait des zones contrôlées vraiment par le FIS ou par le GIA en Algérie, mais c'est pas allé vraiment aussi loin. Là où je verrais quand même aussi un parallèle, c'est que quand il y avait la guerre, c'est-à-dire entre le régime algérien et le FIS, le GIA, il y a aussi eu des résistances civiles en Algérie, en Kabylie par exemple, qui ont réussi à repousser encore récemment. Enfin, je dis récemment, c'était ces dernières années, j'ai plus la date exacte, hein, où il y a eu des tentatives de Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui est un peu les restes du GIA, de prendre des villages ou de contrôler, qui ont eu des réponses, où il y a eu des réponses populaires, hein, des mobilisations, des grèves, des manifestations pour les repousser. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu avais une question un peu plus précise, et je ne sais pas non plus si on peut y répondre de façon très précise comme ça, sans faire aussi un peu des recherches. Ouais, voilà, donc voilà quoi. Peut-être que peut-être que là encore, peut-être pas tout à fait comme ça que ça se pose, mais bon, est-ce qu'on peut établir dans la euh, une comparaison ou une différenciation par rapport au je sais pas à la constitution de ces groupes où, par exemple en bonne partie en Syrie et en Irak, comme tu as expliqué, c'était en bonne partie d'anciens officiers et cadres bassistes qui sont passés dans le terrorisme. Bon, dans le cas algérien, ça a pas vraiment l'air d'être ça. Et ensuite, bon voilà, il y a eu aussi euh, euh, à un moment une tentation qui semble pas tout à fait juste d'expliquer que voilà en réalité en bonne partie derrière les massacres commis par les islamistes il y a eu en réalité il y avait l'armée derrière ça. Bon c'est considéré comme pas voilà comme largement erroné, même si bon, l'armée a eu sa part de choses ignobles. Et voilà, j'avais vu par exemple dans les textes de Monsieur X de l'émission de France Inter qu'en réalité cette armée avait et la police algérienne avait eu largement la possibilité d'éradiquer le terrorisme, mais en réalité la laisser faire pour justifier sa mainmise sur la population algérienne. Voilà, voilà, j'ai sa réponse. Ouais, il y a deux éléments avec ça, effectivement. Le débat se poursuit hein, entre historiens, militants algériens, pour expliquer ce qu'était le GIA, qui était surnommé le groupe islamique de l'armée, et notamment donc, toutes les questions autour de ses liens avec les services secrets, etc.
on est dans une situation qui est quand même assez parallèle de l'Irak, dans la mesure où ça coïncide en fait avec la perte de pouvoir du FLN, qui était le parti unique au pouvoir, et du coup il y a une course pour reprendre en main l'État, dans lesquelles chacun peut jouer sa carte idéologique. Le socialisme était d'autant moins mobilisateur que on était au début, après la chute de l'URSS, et que en plus il avait déjà été expérimenté en Algérie, donc ça ne marchait plus très bien. Et donc ça pouvait se jouer entre les idéologies qui étaient en lice à ce moment-là, en gros le nationalisme et l'islamisme. L'autre lien important, qui est souligné par un certain nombre d'analystes sur la montée en puissance de l'islam politique, c'est que à partir du coup d'État en Algérie et de l'interdiction du FIS, un certain nombre de militants du FIS arrivent en France, avec d'ailleurs l'aval des autorités françaises, et commencent à s'implanter progressivement, notamment en prenant d'assaut un certain nombre d'associations culturelles, de mosquées, etc., qui n'avaient absolument aucun rapport avec l'islam politique juste là, et vont en faire progressivement des lieux de radicalisation. Et ça, c'est un phénomène qui commence dès le milieu des années 90. La question du voile, elle va être soulevée également à partir de ce moment-là. Donc, il y a quand même un lien très, très direct, donc qui est lié à toute l'histoire des relations entre la France et l'Algérie, mais un lien très, très, très direct entre les événements des années 90 en Algérie et la montée de l'islam politique en France. Et du coup, l'un des terreaux dans lequel se fait aujourd'hui l'émergence de l'État islamique. Même si c'est dans le détail, c'est beaucoup plus complexe, parce que les réseaux dans lesquels recrute l'État islamique ne sont pas nécessairement, ne sont plus nécessairement les réseaux islamistes traditionnels. Oui, il y a quand même plusieurs liens alors que je vais dire un peu rapidement. Alors, le premier, quand même assez basique, c'est que les cadres militaires pendant la guerre civile du FIS et puis aussi du GIA avaient souvent été formés en Afghanistan pendant la guerre contre l'Union soviétique. Voilà, ils ont eu une formation militaire et tout ça. Le deuxième, là, on peut faire un lien quand même aussi avec la Syrie ou d'autres pays. C'est que avant l'émergence du FIS, il y a eu un mouvement populaire. Il y a eu les grandes manifestations de 88 qui ont été réprimées dans le sang et une répression très très violente contre les mouvements progressistes et au même moment le FLN qui devenait de plus en plus corrompu, tout ça, a de plus en plus joué quand même la carte religieuse comme structure idéologique. C'est quelque chose qu'on a pu revoir aussi dans la fin du régime de Saddam Hussein et a fait apparaître le FIS comme étant en gros la seule opposition possible. Quelque chose qu'on retrouve quand même dans pas mal de pays où les dictatures militaires, même si elles peuvent réprimer et tout, elles maintiennent comme opposition, on va dire comme opposition légale ou semi-légale, le réseau de l'islamisme politique, y compris parfois sous ses formes les plus radicales. Les dictatures, mais aussi certains États à l'étranger qui le font aussi. C'est ça aussi, hein, c'est Al-Assad à un moment, il a fait le choix de libérer les plus fondamentalistes des prisons pour laisser les démocrates, les militants de gauche et tout ça, eux en prison. C'est une stratégie qui s'est fait jouer dans plusieurs pays, tout en renforçant le côté ordre moral, religieux, etc. De différents régimes. Ça, il y a aussi en Algérie. Et sinon, sur ce que je disais par rapport au massacre de l'armée, tout ça, le gros souci, à mon avis, un des gros soucis en Algérie, c'est pas le seul, c'est qu'à la fin de la guerre civile, le régime a décidé que il n'y aurait plus de voilà, la guerre était finie et on n'en parle plus.
Et donc, il n'y a jamais eu de procès. Il y a des tas de blessures qui restent et qui, du coup, il n'y a pas de procès. On ne sait pas exactement qui a tiré. On ne sait pas. Et ça, je crois que ça reste. Alors, vous savez que je parlais de l'armée, c'est des trucs que j'ai entendus. Le fait qu'il n'y ait pas de procès juste, public, ça fait qu'il y a des tas de blessures, des tas de massacres dont on ne sait pas qui ont été les commanditaires, qui les ont menés, etc. Après, je dirais qu'on peut aussi discuter, là on a essayé de brosser un peu plusieurs thèmes. Euh, on peut aussi discuter de la situation ici, concrète, de comment on vit les choses, de ce qu'on peut constater sur nos lieux de travail, dans nos quartiers d'habitation et tout ça, comment on voit la situation dans les jours, les semaines ou les mois qui arrivent, et comment aussi on peut intervenir. Ouais, voilà. Donc, bon, en fait, beaucoup de choses ont été dites au sujet de, voilà, bon, bah, de l'état d'urgence, voilà quoi, de la mise en place de moyens policiers, voilà, qui, bon, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Alors déjà, c'est évident, ça va servir à la restriction de beaucoup de nos choses, de nos libertés. Déjà, juste un squat qui est délogé par le RAID. Il y a 10 ans, c'était des grévistes qui séquestraient leur patron, alors qu'ils étaient totalement désarmés, ils se faisaient déloger par le GIGN. Maintenant, c'est des choses qui risquent délirantes, qui risquent de devenir courantes. Bon, voilà. Là-dessus, bon, pas grand-chose de plus à dire. Bon, aussi, les interventions militaires au Moyen-Orient, déjà rencontraient très peu d'opposition. Maintenant, il risque d'y en avoir encore moins, pour ne pas dire pas du tout. Bon, voilà, rien. Bon, tout ça, c'est connu. Par contre, là où je m'inquiète beaucoup, mais alors beaucoup, évidemment, pour l'instant, dans un sens comme dans l'autre, on peut pas dire ce qui va se passer, mais c'est que je pense ces prochaines élections dans 2 ans, là, je pense que voilà, le résultat va être très craignos, sachant que là, la blondasse Muren, elle va faire un bon gros score, voilà. Donc je sais pas ce que vous pensez. Bah, moi, je vais essayer de dire 2-3 mots par rapport à ce sujet-là. Donc, déjà, premièrement, enfin, on a pas mal, Pascal a surtout pas mal parlé effectivement des conséquences des attaques de vendredi. Enfin, ça c'est sûr et certain pour tout le monde. Il est clair et net que faut pas oublier les premières victimes, enfin, les gens qui ont perdu leur vie, etc. Mais de l'autre côté, oui, il faut pas non plus que ça nous empêche la réflexion. Dès le moment où voilà, on a exprimé comment je dirais, un petit peu toute la tristesse et tout le chagrin. Enfin, c'était quand même quelque chose de super horrible. Et même si on est beaucoup entre nous qui partageons des choses, qui chopons les informations, qui ont des contacts un peu partout dans le monde et puis qui nous envoient les trucs et tout ça, on s'habitue jamais à ces choses-là. Et surtout que ça arrive à 200 km ou même pour certains à 50 ou 100 mètres. On a tous des copains et des copines sur Paris, bah, forcément on voulait se connaître, enfin savoir ce qui s'est passé, etc. Mais de l'autre côté, il était aussi évident que ça allait monter, que ça allait avoir des conséquences immédiates, que ça concerne le repli identitaire d'un côté, ou de l'autre, effectivement, la réaction de l'État. Donc après, oui, effectivement, il y a une guerre contre le terrorisme à mener. Nous, on n'est pas en solution, enfin, on n'est pas en position de mener cette guerre. Donc moi, franchement, je parle pour moi, autant qu'on peut effectivement m'enlever l'épithète, l'adjectif de révolutionnaire, etc., si on veut. Mais moi, j'ai pas envie de me faire sauter ou qu'on me tire dans la tête dans un bar pendant que je prends mon café. Bon, ça peut arriver entre le 1er et le 5 du mois, parce qu'à partir de 5,
j'ai pas de quoi me payer un café, hein. Donc ça aussi, c'est une problématique qui, que même dans ces conditions-là, on ne peut pas oublier. Donc ça veut dire qu'il y a une vie qui continue, qu'il y a des licenciements qui continuent, il y a des luttes à mener pour les précaires, etc. Et qu'effectivement, bah, il faut les mener. Sachant que là, on entre dans une période complètement anormale, dans laquelle il faut mener ces luttes-là. Et il faut le faire intelligemment. Voilà. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, je trouve aussi dans la réaction aussi, bah, il faut le dire aussi, qu'il y a aussi, quelque part, entre guillemets, des hyper-solutions. Bon. Il est effectivement, tous les effets d'annonce, etc. On fait de la France un État hautement sécuritaire, mais grosso modo, on légalise quelque part. Pour une partie, il y a des choses qui sont déjà dans la loi. Pour l'autre partie, on légalise certaines pratiques qui existaient déjà. Les gens qui luttent continuellement sur le terrain, on sait très bien qu'on se fait écouter, qu'on peut se faire choper par les flics, et puis effectivement qu'il y a des militants aussi qui perdent un œil ou autre fonctionnalité de leur physiologie, ou même carrément la vie. Hein. Faut pas oublier Rémi Fraisse, il y a un an, qui s'est fait assassiner parce qu'il est participé, qu'il n'était même pas forcément un super militant, etc. Il était au mauvais moment. Un mauvais endroit, au mauvais moment. Donc voilà, il y a ça. Et de l'autre côté, il y a aussi cette, comment je dirais, une réaction super guerrière, etc. On va chercher à l'extérieur et tout ça. Il y a aussi des problèmes qui arrivent de l'intérieur. Il ne faut pas non plus oublier la réflexion là-dessus. Tout à l'heure, avant de commencer, je parlais de la Bosnie et je disais, voilà, Bosnie où il y a une forte population musulmane, le salafisme, il n'a jamais pris. Le djihadisme, il n'a jamais pris, même à l'époque de la guerre, à part les Moudjahidines, donc les combattants étrangers qui venaient combattre en Bosnie, même après la guerre où il y avait une grosse campagne où on payait les nanas 100 Deutschmark par mois si elles se voilaient, si elles mettaient le voile intégral, ça n'a jamais pris. Et quand on regarde aujourd'hui le milieu djihadiste en Bosnie, ce sont des gens qui viennent de France, ce sont des gens qui viennent d'Allemagne, ce sont des gens qui viennent d'Angleterre. Donc ce sont des gens, ils viennent même pas de Syrie, Afghanistan, etc. Ils viennent des pays occidentaux. Donc il y a quelque part, dans nos quartiers, il y a une force. Et ça, parfois, on oublie d'en parler, etc. Salut. On oublie d'en parler. C'est qu'il y a une force politique, de l'islam politique dans les quartiers, et qu'il y a un terreau de recrutement dans les quartiers, et que, et on le voit très très bien, la plupart des terroristes sont de nationalité française. Ce sont des gens qui sont nés ici, qui ont vécu ici toute leur vie, etc. Et de l'autre côté, toute la palette de répression qui est mise en place, quelque part, vise les étrangers, vise les réfugiés, vise les sans-papiers, donc il y a vraiment un amalgame qui est expressément fait, hein. Donc c'est pour ça aussi, je dis, par exemple, ICO, il a bien fait que dès le premier communiqué, qu'on a pu parler des victimes, mais parler aussi parler aussi de comment ça s'appelle, parler aussi de quelque chose qui est aussi réel et aussi matériel qu'un cadavre criblé balles dans la rue. C'est cette montée de la haine, cette montée de repli nationaliste et identitaire qu'on voit très très bien, on ne peut pas éviter. Et ça engage, que ça soit de l'autre côté, la réaction des gens ordinaires qui tombent dans ces replis-là, et on l'a bien vu dernièrement avec une nana à Marseille qui se fait salut Sarah, qui se fait poignarder parce qu'elle n'est même pas voilée, elle porte un foulard. On voit très bien, pareillement à Marseille, on voit très bien comment ça s'appelle, un prof juif qui se fait agresser
parce qu'il est juif, etc. On voit très bien que déjà, on sent, sans oublier donc, tout ce qui s'est passé ailleurs, les appels au meurtre, les agressions, donc cette personne dans le Nord qui s'est fait tirer dessus parce que la personne qui lui a tiré dessus et qui s'est par la suite suicidé. Il faut aussi comprendre ces processus-là. Sa couleur de peau ne lui plaisait pas et qui en plus, je veux dire, apparemment, selon leurs complices, ils étaient justement en mission, ils allaient en trouver d'autres, etc. Donc ils ont changé de plan. Donc ils ont un peu le même processus que certaines cellules terroristes qui partent comme ça, et on le voit très bien. Enfin, je veux dire, les actions à part Charlie Hebdo, les autres actions, dont même si c'est un peu ciblé, c'est vraiment des choses. Voilà, ce sont des actions un peu. On y va, on tue un maximum de gens dans un minimum de temps. Donc il y a toutes ces choses-là, que ce soit repli identitaire, montée de haine, des actes du coup extrêmement violents qui, à un moment donné, commenceront à coûter encore plus de vie à droite et à gauche. Et de l'autre côté, une politique sécuritaire de l'État qui vise surtout l'étranger. Là, on entre dans une période, il y a une page qui est tournée. Avant, on disait il y aura un avant Charlie et après Charlie. Ben là, c'est sûr et certain qu'il y aura un avant 13 novembre et après 13 novembre. Oui, je vais rebondir sur ce que tu dis, et puis aussi parce que je venais de lire une réflexion de Courtéas, qui est plus là, tant pis, donc avait écrit pendant la discussion un truc, parle de stratégie de Daesh pour mettre les musulmans modérés en situation de stress. Alors effectivement, le premier truc qui a été quand même ressenti un peu après les attentats, c'était déjà avant, on parlait quand même de banalisation du racisme et tout ça en France. Et c'est vrai que la première intervention de Hollande, ça a été on ferme les frontières pour empêcher les terroristes de rentrer. En sachant que c'est des gens qui sont en France, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt, sauf que ça lançait quand même, ça désignait les coupables comme étant les migrants, les réfugiés ou les étrangers en général. Un point que je voulais quand même souligner, c'est que j'ai vu ça très récemment, mais c'est un truc qui date d'il y a un an, dans la presse allemande, c'est qu'en fait Daesh a pendant un moment utilisé le réseau internet sécurisé des néo-nazis allemands. Et c'est quand même les mêmes qui font des campagnes sur attention, l'Allemagne est en train d'être islamisée, nanana, nanana, nanana. Et c'est assez intéressant parce que je crois qu'ils ont exactement une même vision du monde, de séparer les êtres humains selon leur couleur de peau, selon leurs origines, selon leur supposée religion, selon ceci et cela. Et que finalement, renforcer la tension pour amener à un isolement communautaire, et c'est leur stratégie d'un côté comme de l'autre au niveau de l'extrême droite. Et ça, je crois qu'il faut bien l'avoir en tête. C'est qu'en fait, ils ont un projet politique complètement commun, une espèce de monde d'apartheid, un apartheid mondial, un truc horrible, un cauchemar, mais qui est un projet commun. Voilà. Je voulais rebondir sur un autre aspect qui est la question de l'intervention. Pour le coup, c'est extrêmement complexe et plein de choses trappes. Le discours classique de l'extrême gauche sur le sujet, c'est intervenir, c'est mal, quelles que soient les circonstances. Bon. Et puis évidemment, du coup, ça les place souvent devant des situations où ce discours-là est désarmé et désarmant. Est-ce qu'il fallait intervenir au Rwanda ? Le discours d'intervention, c'est mal. Ça a quand même des conséquences qu'il faut assumer. La question, c'est pour l'instant, les États occidentaux ne sont pas vraiment intervenus au moment où ça avait du sens. En Syrie, il y a eu beaucoup de tergiversations au moment du printemps arabe autour de la question est-ce qu'il faut aider ou non à se débarrasser d'Assad.
Bon, mais ils étaient tous pieds et poings liés puisque c'était le régime qu'ils avaient soutenu. Je rappelle que 2 ans auparavant, les troupes d'Assad défilaient en France au 14 juillet. Donc ils étaient dans des situations un petit peu retorses par rapport à ça. Il se retrouve effectivement, voilà, il y a eu cette tergiversation, et puis on a beaucoup hésité avant de soutenir pour le coup un peu tout et n'importe qui. Hein, le Front Al-Nosra en a largement bénéficié, alors que c'était notoire que c'était une branche Al-Qaïda, et même l'État islamique, jusqu'à un certain point, a puisé sa puissance initiale dans ses formes de soutien. Autrement dit, la question de qui on soutient est importante. Et dès le départ, il y a un acteur qui a été exclu de la discussion, qui était le PKK. Je ne suis pas spécialement un fan du PKK pour tout un tas de raisons, et encore moins du discours un peu angélique qui circule autour de lui en ce moment. Mais c'était un acteur de la région, sans doute celui qui avait le discours le plus progressiste et qui était le plus à même, il l'a démontré dans la bataille de Kobané, de focaliser les forces progressistes dans le combat contre l'État islamique. Le PKK, ça se retrouve dans toutes les interviews, y compris en off, pour discuter avec quelques journalistes qui les avaient rencontrés de très près. C'est le parti que rejoignent les jeunes filles qui veulent avoir une autre vie que celle que leur promet le système patriarcal dans leur village ou dans leur petite ville de banlieue. Donc ça, la question du soutien au PKK et à sa branche syrienne a toujours été un peu mise de côté. Même quand il y a eu, avec la bataille de Kobané, un peu d'élan de soutien, c'était bon, s'ils pouvaient nous aider à nous dire où est-ce qu'on doit bombarder, ça serait bien, autrement dit de s'en servir comme auxiliaire. Hein, ce qui était un peu, disons, la tendance de l'armée américaine vis-à-vis de la résistance française, pour donner un parallèle historique qui, à mon sens, pour le coup pertinent, mais certainement pas d'en faire des acteurs autonomes. D'autant plus qu'il ne fallait pas trop se fâcher avec les Turcs, et que l'obsession du gouvernement turc et des militaires turcs, c'est de se débarrasser du PKK à tout prix, y compris en soutenant Daesh. Donc, si c'était intervenir pour soutenir les progressistes et du coup donner un peu de sens à tout ce discours sur la liberté, l'égalité, la démocratie, ça pouvait avoir du sens, mais c'est visiblement pas l'option qui a été retenue. Et là encore maintenant, c'est le grand silence radio dans tout le discours de Hollande et de l'État français, c'est certainement pas d'aller soutenir les forces progressistes. On va faire le truc nous-mêmes. On connaît l'histoire et on sait comment ça va se terminer. C'est déjà ce qui s'est passé avec la guerre civile en Irak. Bon, les Américains ont fait le choix de mettre au pouvoir des partis islamistes chiites qui étaient d'ailleurs liés à l'Iran, ce qui était quelque part ou comique ou sinistre, et c'est eux qui l'ont installé au pouvoir. Effectivement, ça a joué un rôle dans le déclenchement de la guerre civile, c'est pas l'unique raison, mais ça a joué un rôle, et en tout cas, ça a permis à Al-Qaïda de se poser comme le meilleur défenseur des sunnites, puisqu'il massacrait des chiites. Hein, ce qui faisait d'ailleurs la différence entre Al-Qaïda en Irak et le reste d'Al-Qaïda, c'est un discours très anti-chiite que par exemple Ben Laden n'a jamais tenu. Il était pour l'unité de tous les musulmans, donc ça n'intéressait pas de s'attaquer aux chiites, ça intéressait de s'attaquer aux autres. Donc voilà, je pense que le problème il est là, c'est pas est-ce que c'est bien ou c'est mal d'intervenir et de répéter d'une manière un peu pavlovienne c'est mal, parce que dire que c'est mal d'intervenir, c'est dire au fond qu'ils se démerdent entre eux. Moi je suis pas d'accord avec ça.
Je pense effectivement qu'il y a des forces qu'on peut soutenir. Ça ne veut pas dire que on croit que le PKK va réaliser le socialisme. Ça ne veut même pas dire que on pense que c'est qu'il est particulièrement sympathique. C'est ça laisse une chance au mouvement progressiste de survivre au Moyen-Orient, alors que si l'État islamique gagne, non, il n'y en a pas. Donc, il faut être clair là-dessus et à mon avis sortir des discours gauchistes sur la question. J'y reviendrai, mais je vois qu'il y a des remarques, donc voilà. Ouais, je dirais de façon générale, c'est à chaque fois, hein, c'est que quand il y a des interventions ou les jeux politiques, hein, tu l'as expliqué avec Daesh, la Turquie et tout ça, de toute façon, ils vont chercher qui est-ce qui va pouvoir prendre le pouvoir, maintenir un ordre, et quel qu'il soit. C'est d'ailleurs pour ça, en 91, hein, après la première guerre du Golfe, il y a eu des soulèvements au Kurdistan et dans le sud de l'Irak. La position des États-Unis, enfin pas que des États-Unis, hein, de l'ensemble des troupes alliées qui combattaient Saddam Hussein, c'était finalement on laisse Saddam Hussein reprendre le pouvoir, massacrer un peu tout le monde parce qu'on ne sait pas qui mettre. Bon, après, on a joué la carte les États-Unis ont joué la carte de l'Iran, alors qu'ils étaient en conflit avec l'Iran parce qu'il fallait maintenir un ordre étatique et pour permettre de continuer à prendre les richesses de ce pays. Et c'est toujours ce qui se joue. C'est toujours ce qui se joue. Et c'est vrai que les forces de l'YPG, c'était le PKK au Syrie, elles sont un peu seules, mais c'est les seules qui remportent des victoires militaires contre Daesh. Et je dirais même contre la région autonome kurde, le régime de Barzani au Kurdistan d'Irak, qui, par rapport à Daesh, est prêt, par exemple, il y a des combattants iraniens qui sont venus combattre Daesh, les groupes de Komala et tout ça, ils se battent contre l'avis du régime de Barzani, qui fait tout pour les virer du front, parce qu'à la limite, mieux vaut une défaite militaire et de virer des communistes du front qu'une victoire assurée par des communistes qui pourront aussi développer leur politique. Voilà. Après, aujourd'hui, oui, c'est vrai qu'en Syrie, ouais, c'est la force la plus progressiste. Et à mon avis, alors, qui n'est pas seul, parce qu'on parle IPG, PKK et tout, sur le front de Kobané, ils ont eu le soutien de plusieurs groupes d'extrême gauche turcs qui sont venus les soutenir, y compris militairement. Un groupe marxiste-léniniste. Il y a aussi une brigade d'anarchistes qui s'est battue à Kobané. Donc une grande partie de l'extrême gauche turque et leur a apporté un soutien. Et dans les pays de l'Union européenne, il y a des gens qui reviennent de Syrie où ils ont combattu Daesh, qui sont emprisonnés, qui sont jugés, qui sont poursuivis pour avoir combattu Daesh. Oui, j'arrive pas à mettre la flèche comme il faut sur le truc. Ouais, donc je voulais juste revenir sur cette question de l'intervention, enfin sur 2-3 points, mais au premier lieu, la question de l'intervention. Je sais que souvent, on est embêté quand il s'agit de ces choses-là. Je vois pas pourquoi, déjà premièrement, parce que de toute manière, quoi qu'on pense, qu'on soit réservé ou qu'on soit pas réservé, on ne peut pas y faire grand-chose. Et surtout en France, en 2015, où vraiment il y a un mouvement antimilitariste qui est proche de zéro, quoi. Donc on l'a vu sur d'autres cas de figure, etc. On peut pas dire qu'une mobilisation. Donc effectivement, voilà. Mais je peux comprendre que ça embête certains militants, certaines personnes d'être vraiment. Enfin, ils sont dans une situation super embarrassante par rapport à ces choses-là. Parfois, il faut aussi écouter parce qu'il y a, comme je dirais, là-bas où ça intervient, où ça peut intervenir, il y a aussi des gens qui se battent. Donc moi j'ai fait justement là tout à l'heure la parallèle. Moi aussi j'étais militant, pas ici en France, mais ailleurs, quoi. Donc c'était plutôt Kosovo et en Serbie en 97, 98, 99, 2000. Donc effectivement il y avait la question de l'intervention. Ben, moi sur place j'étais pas forcément contre l'intervention.
je voyais ce qui se passait, je voyais qu'il y avait un gros massacre qui se passait à l'image de ceux qui se passaient en Bosnie auparavant, etc. Enfin, entre les deux mots, quand on est sur place, ben, entre les deux mots, on essaye voilà. Et en plus, et après, je fais le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui. Et pourquoi pour moi, il y a 2 points pour lesquels on ne soutient pas, enfin, les forces occidentales ne soutiennent pas PKK, parce que, premièrement, il y a la Turquie qui est derrière, et donc on peut pas, il s'agit pas de la Serbie de 99, il s'agit de la Turquie de 2015, qui est quand même une puissance économique régionale, dont on a besoin dans la région. Donc effectivement, on ne veut pas forcément trop se fâcher avec la Turquie. La question qui se posait pas dans la relation entre UÇK à l'époque du Kosovo et Serbie. Donc alors que UÇK, c'est à peu près le même programme que PKK. C'est un programme marxiste-léniniste qui parle de moi, j'avais rencontré avant 99 certains militants d'UÇK. Ils me parlaient de multiculturalisme, ils me parlaient de la démocratie, ils me parlaient, etc. Donc moi, j'en étais toujours méfiant. Il y a certains camarades qui sont embrombonnés dans le discours et qui effectivement. Donc c'est aujourd'hui aussi, je me méfie, etc. de ce type d'organisation, parce que je sais très bien ce qui arrive par la suite. Parce que il y a un programme, c'est une chose, la réalité, c'est une chose. Quand on vit une expérience de guerre, et on le vit déjà aujourd'hui avec le PKK, parce que, par exemple, que ça soit à Kobané, autour de Kobané, et oui, effectivement, il y avait déjà des représailles contre la population arabe. Tout de suite après dernièrement, après la libération du monde de Saint-Jar, il y avait une représaille contre la population arabe. Donc, ce sont des choses qu'on ne peut pas éviter. Ça, c'est le premier point qu'il ne faut pas oublier, ce sont les trucs du terrain. Et deuxième point, c'est aussi, donc effectivement, que par la suite, toutes ces promesses démocratiques, etc., ça se passe pas forcément comme ça. Hein. Je veux dire, je vais pas faire le bilan du Kosovo parce que c'est pas le sujet 15 ans après. Un jour peut-être, voilà, j'ai créé un truc là-dessus, mais on voit très bien comment ce multiculturalisme de prêché du début, etc., devient tout simplement un nationalisme. Et puis, on dérive dans les trucs complètement dégueulasses et qui sont complètement égales à ce que faisait Milosevic à l'époque. C'est comme ça. Donc voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est que justement, le pote chômeur de Cherbourg posait la question, qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un comme Cazeneuve, etc. Et aujourd'hui, je vois à droite à gauche les gens qui cherchent la boussole, mais comment intervenir, mais que faire, mais ceux qui sont embarrassés avec l'intervention et les trucs sécuritaires en France, comme ceux qui ne le sont pas forcément, qui l'assument, mais qui se posent quand même la question parce qu'ils savent très bien que c'est pas comme ça qu'on éradique Daesh, c'est pas comme ça qu'on après la vie personnelle, tant qu'on reste dans la société dans laquelle on vit, même si on va jamais, il y aura toujours il y aura toujours une société de la société dans laquelle on vit, on va jamais trouver un état de choses où il y aura pas des terroristes, il y aura pas des groupes radicaux, que derrière il y a une idéologie politique ou une idéologie religieuse, ça c'est sûr et certain, mais il y a des gens qui cherchent la boussole comme on veut, mais il y a des gens aussi qui proposent la boussole, qui proposent la feuille de route depuis 2003. Si on prend en compte par exemple ce qui se passe en Irak, tout à l'heure Nico parlait de la genèse de Daesh en Irak, etc. Il parlait beaucoup du début à partir de 2003, mais à partir de 2003 en Irak, il y a d'autres choses qui sont passées. Il y a un mouvement social qui a démarré. Il y avait collectif de chômeurs, il y avait l'Organisation pour la liberté des femmes, il y avait toutes ces choses-là qui sont passées et qui, justement, mettaient en avant le fait qu'ils se battent d'un côté contre les islamistes, contre les milices chiites, contre Al-Qaïda, contre ça, et contre les gouvernements irakiens ou gouvernements de Barzani, Kurdistan, que ce soit PDK ou UPK, on s'en fiche, c'est de la même merde. Donc, ils mettaient l'accent là-dessus. Et ils disaient, c'est nous qu'il fallait soutenir. Et par exemple, Solidarité Irak, qui avait une activité, après c'était ICO,
Nico, mais même si Solidarité Irak continue ses activités, donc on continue aussi de dire la même chose. Il y a des gens qui se battent sur place, il y a des gens qu'il faut soutenir. Donc, de quelle manière, sur quel point on peut peut-être agir un petit peu sur la société civile en France, peut-être même sur certaines composantes du gouvernement, des institutions, etc., c'est justement dire, voilà, si tu rencontres Cazeneuve à Cherbourg, voilà, et il faut aussi lui mettre ça devant son nez en disant, voilà, il y a des gens qui se battent là-bas, c'est des forces progressistes, pourquoi on les soutient pas? Pourquoi on fait des accords avec le gouvernement Barzani en Kurdistan irakien? Pourquoi on fait les accords avec, et on soutient les gouvernements complètement aussi islamistes que les autres en Irak, à Bagdad, alors que sur place, on a des gens qui essayent de changer des choses. Faut pas oublier, parce qu'on parle beaucoup de Daesh, mais dernièrement, par exemple, il y avait des grosses manifestations en Irak, et avant ça, il y avait des chômeurs qui étaient montés, je sais plus exactement quelle ville, je pense que c'était en périphérie de Bagdad, et qui étaient attaqués. C'était par des milices chiites qui étaient envoyées par le gouvernement de par le gouvernement de Bagdad. Donc, et ce sont des partenaires de l'État français. Donc, la boussole existe. Peut-être pas aussi visible en Syrie comme ça l'est en Irak, ou c'est peut-être parce que nous, en tant que les militants, on a plus de contact avec Irak et puis on connaît plus la situation. Ça y joue sûrement. Et puis c'est pas la même situation. Donc la boussole existe, etc. Donc c'est à savoir de quelle manière il faut agir, quoi. Solidarité Irak existe toujours. Aujourd'hui, il y a ICO aussi, mais peu importe qu'il y a ou pas, il y a Solidarité qui vit toujours. On a toujours des contacts avec des gens qui sont sur place, qui se battent sur place, etc. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier que sur place, il y a des forces progressistes. C'est pas, comme je dirais, un terrain de jeu des puissances occidentales. Il n'y a rien qui se passe derrière. Les Balkans, on aimait bien considérer les Balkans aussi un petit peu comme le terrain de jeu où, donc effectivement, les grosses puissances jouent avec les frontières, etc. C'est pas vrai. Au Balkans, il y avait des mouvements autonomes merdiques de l'extrême droite, comme il y avait des mouvements autonomes tout à fait progressistes de gauche et gauche, communiste ou tout simplement démocrate, peu importe, dans une situation, voilà. Donc tout ça, il faut prendre en compte. Oui, au profit de qui, c'était un peu la ligne officielle de la France, hein. Ni Daesh ni Al-Assad. Si c'est pour soutenir Al-Nosra, c'est bien, hein, c'est Al-Qaïda. Super. Et là, il y a quand même aussi, c'est que il y a deux pôles principaux dans les soutiens aux différents groupes terroristes islamistes, c'est l'Iran et c'est l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite, c'est le grand allié de la plupart des États occidentaux, qui d'ailleurs avaient été élus, pas élus, mais nommés, je crois qu'à la tête je sais plus, la commission des droits de l'homme ou je sais plus quoi. L'Arabie Saoudite, c'est le pays le plus obscurantiste, hein, hors zone en guerre contrôlée par Daesh ou Boko Haram ou les talibans. C'est vraiment, même l'Iran, c'est un peu plus libre, quoi. C'est pour dire. Et c'est avec beaucoup d'argent aussi l'Arabie Saoudite qui soutient un peu partout dans le monde les mosquées salafistes, enfin wahhabites, et voilà. Et puis, malgré tout, pour l'Arabie Saoudite, les marchés, voilà, tous les chefs d'État occidentaux y vont et disent comme c'est bon et comme la démocratie avance vachement. C'est vrai, les femmes vont avoir le droit de vote, même si de toute façon c'est une monarchie absolue et que ce sera uniquement pour les municipales. Bon, elles n'ont toujours pas le droit de conduire, hein. Et puis, encore récemment, il y a quelqu'un qui a été condamné. Oui, des exécutions, des condamnations à mort. Enfin, c'est un régime atroce. Ça reste un soutien, même si on sait qu'avec les milliards de dollars que dispose l'Arabie Saoudite, ils financent tout un tas de groupes radicaux, réactionnaires, obscurantistes à travers le monde. Sinon, par rapport à l'Irak, je pense quand même que les positions de nos camarades en Irak, au Kurdistan d'Irak, parce que c'est quasiment un État indépendant, sont
assez intéressante. Eux, Daesh, c'est pas un attentat. C'est vraiment des troupes qui sont à quelques centaines de kilomètres, même pas, ou même à quelques kilomètres. Euh, c'est nos camarades, ils participent, ils participent à la résistance contre Daesh. Ils avaient dès 2014, quand Daesh avait pris Mossoul, à la fois organisé, nos camarades de l'Organisation pour la liberté des femmes en Irak avaient mis en place des foyers pour les femmes qui fuyaient Daesh, et ont aussi organisé la résistance armée contre Daesh. D'un autre côté, il n'y a jamais eu de soutien au gouvernement Barzani, au gouvernement irakien, et ont participé aux protestations. Récemment, il y a eu des très grosses manifestations au Kurdistan d'Irak des salariés de la fonction publique pour le paiement des salaires, et aussi des très grosses manifestations. C'est parti sur les coupures d'électricité cet été où il faisait très très chaud en Irak. Et donc, du coup, il y avait des coupures d'eau et d'électricité qui ont révolté la population. Il y a eu des manifestations énormes à Bagdad ou à Bassora contre le régime en place. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est dans les revendications, il y avait d'avoir l'accès à l'eau, d'avoir l'accès à l'électricité, les services publics, et aussi de mettre fin au sectarisme du régime. Sectarisme, c'est-à-dire que voilà, il y a les partis chiites, les partis sunnites, les partis kurdes, et puis pas de société civile complète, enfin, je dirais, ou laïque, quoi. Et en réclamant aussi la séparation de l'État et de la mosquée. Donc des revendications très progressistes. Et un autre point qui me semble intéressant, c'est au plus fort de la guerre, après 2003, quand c'était vraiment des attentats tous les jours, par les milices chiites dans les quartiers sunnites, par les milices sunnites dans les quartiers chiites. Enfin, c'était vraiment une guerre atroce. Les camarades ont lancé le mot d'ordre ni chiite, ni sunnite, nous sommes l'humanité, en essayant de regrouper dans les syndicats, parmi des militants syndicalistes, des militants pour les droits des femmes, des progressistes en général, sur ce mot d'ordre-là, pour essayer de conserver une société, en faisant y compris de l'autodéfense contre les groupes terroristes. Et je crois que ce mot d'ordre-là, faut qu'on le reprenne, qu'on le redéfende en sens, en gros, voilà, ni religieuse ni nationale, notre identité c'est l'humanité, ou ni les obscurantistes, ni les racistes, enfin, quelque chose comme ça. Je crois que là, ce serait important aussi de le réaffirmer, et là, sur du long terme, parce que je pense qu'effectivement, la période qui s'ouvre, elle est assez sombre, quand même. Oui, à noter que l'un des premiers trucs de l'État islamique, quand ils ont repris un certain nombre de villes en Irak, ça a été justement d'écraser les mouvements sociaux. Et encore aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité pour les mouvements sociaux de se développer dans ces zones. Ils sont dans une situation qui est plus difficile encore qu'ils n'étaient sous le baasisme. Donc c'est pour ça que là encore la question de quel soutien aux forces progressistes, c'est aussi quelle possibilité ultérieure pour les mouvements sociaux, pour les mouvements féministes de pouvoir subsister et se développer. Donc c'est un truc qui est extrêmement important à préserver. C'est pour ça que là encore la question de l'intervention, c'est à voir dans ce cadre-là, en écoutant ce que ceux qui se battent sur place nous disent, et pas simplement comment on a l'habitude de faire. Moi, juste pour compléter un petit peu, mais après je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, moi je pense que c'est ce que j'ai un petit peu compris en échangeant avec les camarades. Il ne faut pas oublier que par exemple Dashti Jamal, qui est l'un des fondateurs de mouvements des chômeurs, des collectifs chômeurs, si je ne me trompe pas, et puis aujourd'hui président de la Fédération internationale des réfugiés d'Irak, et puis membre du Parti communiste ouvrier du Kurdistan irakien. Donc grosso modo, leur souci premier en ce moment, c'est de créer justement le climat pour pouvoir justement mener des luttes. C'est même pas une question de prise de pouvoir ou quoi que ce soit. C'est juste de créer un climat, donc déjà sans guerre,
et où on sort d'échiquiers religieux, nationalistes, etc., où vraiment on peut entrer clairement dans une lutte de classe, et créer le climat où on peut mener des luttes, mobiliser le mouvement social, où le mouvement social lui-même, il peut s'exprimer. Aujourd'hui, en Syrie, c'est complètement impossible. En Irak, et on l'a vu dernièrement, même si bon, il y avait ces grosses manifestations, et tellement elles étaient massives que de toute manière, ils ne pouvaient pas les arrêter. Mais par exemple, avec le mouvement des chômeurs à Bassora, effectivement, leur camp a été saccagé par les milices chiites. Comment ça s'appelle, assez rapidement. Donc effectivement, dès qu'on crée un climat propice à gérer ces choses-là, sans milice religieuse, sans un État complètement totalitaire, etc., même si les perspectives de ce climat dans ces régions-là est quand même pas si proche que ça, la donne change. Et je pense que leur première lutte, c'est surtout ça. Et donc, comme sur place, il y a déjà des forces qui se battent, oui, il faut les écouter avant de mettre en avant nos principes à nous. Voilà, quoi. Des fois aussi, il faut se cantonner dans le cadre de la solidarité internationale avec des camarades qui mènent les mêmes luttes comme nous ici ailleurs. Voilà. Et la question de Turquie, c'est exactement la même chose. Hein. Je veux dire, en Turquie, il ne faut pas non plus penser que la Turquie, c'est juste un conflit interethnique, international entre les Kurdes et les Turcs. Non, il s'agit effectivement, quand on regarde ce qui s'est passé dernièrement, oui, c'est pas des Kurdes expressément qui étaient massacrés, c'est des forces progressistes de gauche qui étaient massacrées. Le dernier massacre à Ankara, c'était quand même une manifestation qui était appelée par les syndicalistes, donc il y avait autant des Turcs que des Kurdes dans ces manifestations-là. Donc en Turquie, par exemple, il y a donc ce APK qui essaye effectivement de massacrer le mouvement de gauche et le mouvement syndicaliste, etc., dans ce pays-là. Donc voilà, en Syrie, dans une guerre totale, donc ces choses-là ne sont pas forcément super visibles, et pour cause, il y a déjà plus de 4 millions, presque 5 millions de Syriens qui ont quitté le pays, il y a autant qui sont déplacés à l'intérieur du pays, on ne peut pas parler de mouvements sociaux ou quoi que ce soit, même là-bas, dans un territoire, là dernièrement j'ai vu, c'était relevé par Courrier International, donc effectivement il y avait une manifestation contre l'État islamique dans une ville contrôlée par l'État islamique. Donc il y a des mouvements à l'intérieur, hein. C'est pas anodin de le savoir. Donc voilà, je voulais finir, mais comme la question est posée, moi je veux bien rencontrer Cazeneuve. Mais franchement, je ne sais pas comment rester calme devant ce type-là. Donc, mais bon, si j'ai quelques heures de coaching avant, etc., pour moi, c'est quelque chose que effectivement, voilà, si c'est pour porter les revendications de nos camarades qui sont à Irak, s'ils voient une utilité, etc., il n'y a pas de... Oui, deux même, je dirais deux. Hein, c'est vraiment un personnage que j'adore. Donc, voilà. On l'a déjà fait, on n'a pas rencontré le ministre, mais on a, avec Dashti Jamal dont tu parlais, on a rencontré la présidente du Parlement européen sur la situation des réfugiés. C'était déjà il y a 7-8 ans, je crois. Moi, je me souviens d'avoir accompagné Oussane Mahmoud au ministère des Affaires étrangères. Bon, on est très très bien reçus, hein, c'est des gens qui savent être polis, mais objectivement, quand bien même le conseiller qu'on reçoit est attentif à ce qu'on raconte, c'est pas ça qui modifie la politique extérieure de la France. C'est pas qu'ils ne savent pas ce qui existe comme force progressiste. Ils ont des très bons analystes, ils savent très bien ce qui se passe, c'est pas là le problème. C'est qu'ils n'en ressentent pas l'utilité, et comme de toute façon la gauche en
France et globalement en Europe, et c'est certainement pas en France que c'est le pire, sans contre-fiche, eh bien du coup ça n'a pas d'effet. C'est-à-dire que si massivement les mouvements de gauche en France disaient ben oui on va organiser le soutien des forces, des forces progressistes en Syrie et en Irak, ben oui le gouvernement à un moment, intervention ou pas, serait obligé de poser la question et d'y répondre. Pas qu'il donnerait la réponse qu'on souhaite, mais la question existerait. Or là pour l'instant, bah d'abord effectivement, ça a été souligné, j'ai vu dans la discussion, pour ce qui est du PKK, il est toujours officiellement considéré comme une organisation terroriste et comme l'a rappelé Pascal, des militants sont confrontés à la justice, soit parce qu'ils sont effectivement membres du PKK, soit parce que ils sont allés se battre contre Daesh. Et on est dans une situation qui est très étrange. On voit des articles dans la presse assez élogieux, la presse en tout genre. Des articles qui nous font le portrait de telle ou telle personne qui est partie se battre. Je lisais hier soir un article de la presse canadienne sur un mannequin apparemment assez connu là-bas, qui du jour au lendemain décidait de partir se battre dans les YPJ contre Daesh. Bon, bah voilà. Donc ces gens-là peuvent faire l'admiration dans la presse en disant c'est des héros, ils se battent contre l'État islamique, mais finalement, quand ils vont rentrer dans leur pays, ils risquent d'être confrontés à la justice parce que ils ont soutenu quelque chose qui est officiellement une organisation terroriste. Donc on est dans un paradoxe. Et le problème, c'est que pour l'instant, ce sont essentiellement des décisions individuelles de soutenir, alors que ce soit la variante la plus dure en allant sur place, mais il y a d'autres façons de le faire, en envoyant de l'argent, en faisant pression justement sur le gouvernement pour qu'il change sa politique par rapport à ça, etc. Ça ne s'est pas généralisé dans la gauche, comme ça ne s'est pas généralisé par rapport à l'Irak. On a bataillé, et c'est vrai, d'une manière qui était au départ extrêmement naïve, d'ailleurs en se disant, ben, on va dire aux gens de gauche qu'il existe une gauche là-bas et ils vont la soutenir. Et on a bien vu que entre le discours anti-impérialiste de base, je ne développe pas ce que j'ai déjà fait assez, et le discours de oui mais vous êtes sûr qu'il se passe bien quelque chose, la méfiance extrême, quelles que soient d'ailleurs les preuves qu'on avançait, eh bien la réaction c'était non, on va rien faire. Bon, quand on a envoyé des camarades rencontrer notamment le comité international de la CGT, on a eu une réponse. Alors là, franchement, nous disons non, on ne vous soutiendra pas. Et on a rencontré une par une la direction de toutes les organisations de gauche, avec à peu près des réponses semblables. Et aujourd'hui, on voit bien les mouvements qui se constituent dans le soutien au PKK. Alors, soit c'est l'adhésion totale au discours du PKK, on voit ça dans certains milieux libertaires ou antifascistes, à mon avis, avec un manque de critique qui est dangereux, soit c'est le rejet absolu. Il n'y a pas de conception lucide de ben oui, on va les soutenir malgré les réserves qu'on peut avoir. Donc, c'est important d'essayer d'infléchir le discours des organisations de gauche sur le sujet et de se coordonner pour ça. Vas-y Pascal. D'accord, j'avais cru que tu voulais prendre la parole, donc je t'aurais laissé parce que j'ai parlé un peu trop. Je pense qu'il y a quand même tous les camarades du Moyen-Orient qui ont écrit après les attentats. Il y a quand même une chose qu'ils ont tous, que ce soit les camarades iraniens, irakiens, kurdes, qu'ils ont mis en avant, c'est les menaces que les attentats renforcent, on va dire, la guerre contre les réfugiés. Et ça, je pense, il y a une chose sur laquelle déjà insister avant, alors s'ils peuvent en plus soutenir nos camarades, ce serait super. Mais déjà avant ça, c'est voilà, c'est que ça ne se répercute pas contre ceux qui justement fuient Daesh ou les bombardements d'Al-Assad en Syrie, en Irak et ailleurs, et qui arrivent en Europe. J'ai l'impression, c'est vraiment là-dessus déjà que les camarades ont insisté comme première peur. Voilà. Je voulais juste dire un truc pour ensuite
par rapport à ce que Nico a dit, parce que donc il a parlé de certaines initiatives qui étaient faites, etc. Et c'est vrai que, par exemple, quand Dashti était venu sur Caen, par exemple, bah voilà, il parlait des initiatives, etc. Et bon, on l'a organisé avec le milieu de l'extrême gauche, l'ultra gauche, avec les anards, les libertaires, etc. Et c'est vrai que j'ai senti de la part des camarades une réticence par rapport à certaines méthodes, certaines choses, etc. Et donc là-dessus, il faut aussi prendre, comme je dirais, il faut avoir un petit peu de réserve. Encore une fois, ces camarades-là ne militent pas dans nos conditions de militer, etc. Donc quand eux ils parlent des pétitions, en général, nous dans les milieux radicaux, etc. Les partis pétitions, on ne voit surtout pas parce que voilà, c'est institutionnel, etc. Quand on dit il faut aller rencontrer peut-être ces délégations, ce conseiller de tel ministre, voire carrément tel ministre, etc. Bah forcément il y a un rapport à l'institution qui pose le souci. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas du tout dans le même rapport. Hein. Donc, et que ces méthodes-là, ces choses-là doivent être compris et soutenus. Par exemple, Dashti était venu sur Caen avec une pétition effectivement qui parlait de droits. Et voilà. Du coup, ça parle de sexisme. Et la pétition concernait vraiment l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Il y avait personne dans l'assistance. Qui était surtout composé des militants de l'extrême gauche et ultra gauche, qui a signé la pétition parce que c'est une pétition. C'est juste que c'est pas moi qui l'a posé cette pétition, c'est pas Alternative Libertaire ou FA ou MPA, etc. C'est une personne, donc effectivement, qui vient d'ailleurs et pour qui cette pétition aurait eu effectivement de l'impact. Donc voilà, malheureusement, on était quelques-uns à avoir signé, une bonne partie ne l'a pas signé. Donc il faut comprendre aussi ces choses-là lorsqu'il faut tenir, il faut essayer de trouver les soutiens pour ces gens qui luttent là-bas sur place, que parfois, encore une fois, et je l'ai déjà dit pour un autre sujet tout à l'heure, parfois, non, il ne faut pas faire le transfert de ce que nous on vit sur ce que eux ils vivent et de la manière dont ils militent. Donc il faut aussi avoir un minimum d'empathie pour savoir pourquoi c'est fait et en quoi ça peut aider. Et même si parfois il est contre les principes personnels, etc., il faut y aller jusqu'au bout. Oui, je voulais insister sur ce que tu disais par rapport aux craintes des camarades sur la question des réfugiés. Je le publierai tout à l'heure comme on a convenu, j'ai écrit un article sur le discours que François Hollande a tenu devant le Congrès. Ce qui est atterrant et inquiétant, c'est que pour obtenir le soutien du Congrès, il utilise en fait toutes sortes de thèmes qui sont fondamentalement xénophobes et qui sont là pour donner satisfaction à la droite et à l'extrême droite. Au lieu d'avoir un discours qui serait justement établirait bien la distinction entre les réfugiés, et protégerait les réfugiés, c'est plein de petits amalgames de trucs qui sont quelquefois délirants ou sans objet. Par exemple, tout son truc sur la déchéance de la nationalité, bon, en plus c'est très encadré juridiquement, ce qui fait que c'est à peu près inapplicable, parce que c'est uniquement pour les binationaux, etc. C'est simplement pour satisfaire de manière symbolique la droite et l'extrême droite, alors que les terroristes en ont fondamentalement rien à foutre, donc d'être déçus de leur nationalité, ça va pas les empêcher de faire quoi que ce soit. Et c'est plein de petites propositions qui vont dans ce sens-là, qui effectivement plutôt font le lit de l'extrême droite, au lieu de cliver et d'affirmer un discours authentiquement de gauche sur le sujet. Et du coup, là encore, ça va dans le sens de dire, quand il noie la question de l'intervention dans ce type de considération raciste ou xénophobe, quand la pratique policière montre que l'usage qui est fait des droits qu'on va leur donner n'est pas contre le terrorisme, mais contre des mouvements sociaux,
ben, c'est effectivement extrêmement inquiétant. Si s'agissait simplement d'un discours extrêmement déterminé contre l'État islamique et qui donnait justement espoir aux forces qui se battent sur place pour le combattre, on pourrait en discuter. Dans les conditions où ça se passe, avec les propositions qui sont faites, et on va avoir là maintenant les propositions de loi, donc on va pouvoir analyser de manière plus détaillée, on n'est pas du tout dans cette optique. Il y a déjà un effet d'annonce qui est pas effet d'annonce, qui est réel, c'est la fermeture. Ils auraient de toute manière rétabli les contrôles sur les frontières, étant donné qu'il y a COP21 prochainement. Mais là, voilà, c'est une conséquence qui est complètement directe, qui a déjà des impacts sur le terrain. Je suis en contact avec les gens qui militent, qui sont activistes dans les ONG ou à titre personnel, etc., dans les Balkans, que ce soit en Serbie, Slovénie, Croatie, Macédoine, qui effectivement bossent auprès des réfugiés qui traversent ces régions-là. On voit déjà l'impact de cette mesure-là, parce que la France l'a annoncé, l'a fait, l'Allemagne, c'est tantôt je ferme, tantôt j'ouvre, c'est pas sûr. L'Autriche, effectivement, vu le jeu de l'Allemagne et de la France, donc effectivement a décidé de filtrer. De l'autre côté, il y a tout de suite, t'as un effet domino. Il y a la Slovénie qui a fait la même chose, Croatie qui fait la même chose, Serbie et Macédoine, là, depuis ce matin, ces pays-là filtrent la population aussi. Donc ce qui fait que, il y a des réfugiés syriens, mais des réfugiés qui peuvent prouver qu'ils sont syriens, irakiens ou afghans qui passent, il y a tous les autres qui restent. Et donc, on a déjà commencé le ping-pong un petit peu. Il y a de Slovénie qui renvoie des réfugiés en Croatie. Croatie n'en veut pas. Croatie qui fait la même chose avec la Serbie. Voilà. Donc, il y a des gens réels. C'est pas quelques personnes, c'est pas quelques centaines de personnes. Même ce qui se passe à Calais, c'est à rien par rapport à ce qu'il y a. Là, on parle des gens on parle de 5-6 000 personnes qui arrivent par jour. Donc, il s'agit des dizaines de milliers de personnes qui sont bloquées donc dans les Balkans et qui aujourd'hui vraiment vivent, surtout avec l'hiver qui arrive, etc., vivent un enfer. Ils l'ont déjà vécu ailleurs et qu'ils vivent encore plus là, sans parler de ceux qui essaient de passer par Bulgarie ou qui s'aventurent toujours en Hongrie, etc., où les dangers sont encore plus présentes et avec beaucoup plus de conséquences. Donc voilà, il y a déjà la première conséquence. Donc effectivement, c'est ce qui s'est passé le 13 novembre. Ça ouvre un petit peu 3 questions sur qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Il y a la première question, c'est comment on aide les forces progressistes là-bas sur place, parce que faut pas oublier, ça nous ouvre un petit peu les yeux que de toute manière, les premières victimes sont là-bas sur place et que si on veut frapper Daesh, c'est là-bas que ça se passe. Deuxième point, c'est la question des réfugiés. Comment on fait en sorte que effectivement il y a pas de récupération qui permette la fermeture de frontières. Bon, après, il faut pas se voiler la face, même quand les frontières étaient ouvertes, il n'y avait pas énormément de réfugiés qui voulaient venir en France, mais quand même, au moins pour ceux et celles qui veulent le faire, au moins qu'il y ait un choix. Comment on aide ceux qui sont déjà sur place? Parce que il y a des squats, de toute manière, moi je pense que les camarades sur Bordeaux, on connaît sûrement. Il y a une lutte à Caen, voilà, qui dure depuis, avec 3 squats ouverts et actifs en ce moment. Il y a ce qui se passe à Calais, etc. Et troisième point, c'est justement, et c'était aussi l'une des réactions immédiates, c'était ce repli identitaire, etc. Pas forcément chez la majorité des personnes, j'y crois pas personnellement, mais ceux qui étaient borderline, on va dire, ça permet de franchir le pas, et de l'autre côté, il y en a d'autres qui se radicalisent et qui sont prêts à passer de l'acte, qui sont prêts à passer de quelques commentaires sous un texte, sous un article sur Facebook ou Google ou peu importe, qui sont prêts à passer effectivement à aller taguer une mosquée, casser les vitrines d'un kebab, pour les autres attaquer donc effectivement un magasin juif ou
où complètement, et là on a vu dernièrement, parce que ça monte d'un cran à chaque fois, s'attaquer complètement aux personnes et à des personnes, et ça va finir par faire des victimes qui n'ont du coup rien à voir par des choses un peu organisées, etc., par des groupuscules, enfin pas des groupuscules comme Daesh ici en France, parce que ailleurs, effectivement, il s'agit oui, c'est sûr, il était déjà radicalisé, mais ça permet quelque part de passer à l'acte. On a bien vu déjà avant le 13 novembre que, par exemple, la génération identitaire a accentué leurs actions, donc ça soit surtout en Haute-Normandie, hein, à Rouen, au Havre. Ils ont monté une cellule sur Caen, alors qu'on n'avait pas l'extrême droite, à part FN, on n'avait pas l'ultra-extrême droite sur Caen depuis je ne sais pas combien d'années, et qui se montre, qui attaque les jeunes du MPA à Rouen, qui attaque un meeting carrément de Philippe Poutou, qui menace les militants de Dalle qui montent le camp avec les SDF à Rouen. Voilà, ces choses-là, qui s'attaquent effectivement à un foyer des réfugiés dans le 77, c'est arrivé le week-end avant voilà, déjà c'était sa montée de puissance, c'est 13 novembre un petit peu, on remet une couche. Et donc là, il faut aussi avoir un discours clair. Et donc effectivement, Nantes, ça effectivement, Nantes, c'était un attaque terroriste. Enfin, c'était des cocktails Molotov sur un squat où il y avait 50 personnes. Il y avait 50 personnes qui ont pu mourir ce soir-là. C'était pas quelque chose d'anodin. On n'en a pas fait. Du coup, malheureusement, il y avait 13 novembre par la suite, et donc ça n'a pas pris, même s'il y avait des manifs à Nantes où les deux sont liés, où on a bien pu montrer que l'extrémisme d'un côté ou de l'autre, c'est exactement la même chose et ça produit les mêmes effets. Et donc là aussi, il y a une carte à jouer, et c'est très très important, parce que j'ai dit, cette montée de la haine, c'est aussi matériel qu'un cadavre, criblé de balles à la rue, et qui peut en créer des nouveaux, et c'est super important d'agir là-dessus. Mais ça passe aussi par un soutien total à des réfugiés et une participation active dans le soutien aux réfugiés, et ça passe aussi par les liens avec les premières victimes, avec ceux qui se battent contre Daesh, entre autres, en premier lieu sur le front, donc avec des organisations et des militants et des camarades au Moyen-Orient. Voilà. Vu qu'il n'y a plus d'intervention, je vais peut-être. Non, c'est pas que tu as assommé tout le monde. Je crois on a abordé pas mal de questions. Ce que je pense, c'est quand même pour les camarades présents, c'est de maintenir quand même le lien. Je pense qu'on va avoir des périodes, voilà, des semaines qui viennent ou des mois qui viennent qui vont pas être super sympas. Je retiens peut-être l'idée de matériel sur le thème contre le racisme, contre les obscurantistes, ne nous laissons pas diviser, ou une seule identité, l'humanité. Plus après tout ce qui a été dit, qu'effectivement, qu'on ne va pas arrêter de se bagarrer dans nos boîtes ou devant les pôles emploi et tout ça, puisque de toute façon, voilà, les licenciements et tout ça continuent aussi. Vas-y, Marek. Ouais, voilà, bon, c'est par rapport, bon, je retarde un petit peu, mais tu dis, on est embarrassé par rapport à cette question de l'intervention. Non, moi j'ai aucun problème par rapport à ça. Bon, tu dis dans une telle situation de violence, les gens sont déboussolés, qu'est-ce qu'on leur réponde? Oui, mais bon, les grandes puissances, la seule chose par rapport à laquelle ils interviennent, c'est le souci des populations. C'est la dernière chose qui compte pour eux. Donc non, dans un sens
comme d'autres, on n'a rien à leur dire. Par exemple, je sais pas, Arland, qui connaît quand même autrement mieux la situation par exemple par rapport à la Serbie au Kosovo en 99, dit j'étais pas nécessairement contre dans l'absolu une intervention de l'OTAN. Oui, mais bon, ce qu'il y a, c'est que ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu d'abord plein de choses avant cette intervention. Il y a eu la possibilité d'un règlement d'un règlement pacifique de la situation. Bon, c'est que voilà quoi, les Occidentaux à la discussion de Rambouillet ont exigé comme condition que la Serbie laisse inconditionnellement passer sur son territoire les troupes d'interposition de l'OTAN, en sachant pertinemment que les représentants serbes allaient refuser. Puis après, ils ont eu le beau jeu de dire que voilà, on a tout essayé, maintenant il n'y a plus d'autres solutions. Ensuite, ce qu'il y a, c'est qu'ils auraient pu, c'est que pendant ces bombardements du printemps 99, ils auraient pu parfaitement se limiter à des cibles strictement militaires et sur le territoire du Kosovo. Et précisément, c'est absolument pas ce qu'ils n'ont pas fait. Ils ont probablement lancé plus de bombes sur Belgrade que sur le Kosovo, ce qui même d'ailleurs avait pas de valeur militaire. Donc parlons pas du Rwanda. Il y a eu aucun pardon, je vais parlons pas du Rwanda. Ça a été fait que pour organiser la débandade, de l'ancien allié de la France. Donc voilà, j'ai aucun problème avec ça. Ensuite, de toute façon, quand ils interviendront, quand les puissances interviendront, c'est que si effectivement ils touchent le territoire de Daesh, pour je sais pas, pour un combattant de Daesh tué, ils vont tuer 10 civils innocents. Donc non, la question se pose pas, je pense. Voilà quoi. Ce qu'il faut dire, c'est que voilà, là où justement dans la région, là où les grandes puissances pour intervenir délibérément, là toujours le faut pas, et pour une bonne raison, c'est que ils soutiennent voilà quoi, ce qui dans le fond, ce qui alimente Daesh, qui copine toujours et qui compte certainement pas s'arrêter, qui copine toujours avec l'Arabie Saoudite ou le Qatar, et laisse aussi bien qu'avec le double jeu de la Turquie, voilà, c'est elle qui pourra intervenir. Ils le font pas, voilà quoi. Bon. Oui, moi simplement, comme il est tard, j'essaie de voir un peu les propositions concrètes. Un truc que je rajouterais peut-être, j'ai l'impression qu'il y avait pas mal de camarades, il y avait, en tout cas à Cherbourg et peut-être ailleurs, des gens intéressés, peut-être qu'on fasse revenir Dashti ou un autre camarade du Kurdistan d'Irak, peut-être pour discuter de ce qu'est Daesh, de la situation là-bas et tout ça. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut peut-être tenter de réorganiser dans un futur assez proche. Oui, sur la question de l'intervention, pour revenir, même si Pascal va trouver que c'est moins immédiat, mais ça se pose quand même, puisqu'il y a pour le coup des avions français qui combattent. Donc il y a effectivement intervention et intervention. Combien il y a de soldats français sur le terrain? Je ne parle pas dans les airs, mais sur le terrain. Zéro. Les seuls Français qui se battent actuellement en Syrie, en dehors de l'État islamique, sont des engagés volontaires pour les YPG. Donc effectivement, la question de l'intervention, c'est plutôt qu'ils n'interviennent pas. Et c'est pour ça que le réflexe pavlovien de
il ne faut pas intervenir dans l'extrême gauche, à mon avis, il passe à côté de la réalité. Tu prenais l'exemple du Rwanda, oui, justement, le problème c'est bien qu'il ne soit pas intervenu. Et il y a un certain nombre de moments où ça n'aurait pas été plus mal qu'ils interviennent. Et je crois qu'il faut pouvoir le dire. Je sais que c'est triste d'en arriver là parce que c'est aussi un constat que nous-mêmes on n'est pas en mesure de le faire, mais ça peut être un constat réaliste. Que disaient les camarades du PCO au début de l'occupation en Irak, alors qu'ils étaient fermement opposés à l'occupation? C'est ils constataient que effectivement il y avait des possibilités pour le mouvement social, et en 2003-2004, il y a eu des vagues de manifestations, de grèves, comme il n'y en avait jamais eu en Irak sous le régime de Saddam Hussein. Donc ça ouvrait quand même un terrain. Et d'autre part, eux, ce qu'ils constataient, c'est que le problème était moins le fait d'avoir des forces d'occupation que le fait d'avoir des soldats américains. Parce que les soldats américains, c'était les cibles rêvées pour les groupes armés, parce que la façon dont ils se comportaient avec la population civile était tellement odieuse que ça soulevait la réprobation générale, et donc ça donnait du carburant pour leurs opposants. Et parce que le terrain avait été tellement labouré par un discours anti-américain que de toute façon ils étaient les malvenus. Bon, c'était un constat extrêmement pragmatique qu'on entendait d'ailleurs dans un certain nombre d'interviews d'Irakiens absolument pas politisés, mais qui disaient à chaque fois les Anglais ça va, les Italiens, tout ça ils sont gentils, mais les Américains c'est nimp. Et le PCO proposait à un moment le remplacement des troupes américaines par des troupes issues de pays qui n'avaient pas d'intérêt économique dans l'affaire. Alors c'était un discours qui était parfaitement inaudible entre ceux qui ne voyaient pas tellement où était le problème et ceux qui pensaient que de toute façon l'occupation c'était mal, mais c'était un discours extrêmement pragmatique par rapport aux problèmes qu'ils avaient, c'est-à-dire ils avaient besoin d'un espace dans lequel le mouvement social pouvait se développer, dans lequel les communistes, les syndicalistes, les féministes pouvaient s'organiser, et ils voyaient cet angle de tir se refermer très très vite avec les débuts de la guerre civile. Et le même type de question peut se poser dans un certain nombre de cas. L'opération américaine en Afghanistan est sans doute un échec tout un tas de points de vue. Ils ont commis un tas d'abominations. Cela dit, il y a beaucoup plus de possibilités aujourd'hui de développement pour les mouvements sociaux et féministes en Afghanistan que sous la direction des talibans. Donc il faut aussi réfléchir sur ces questions-là, et pas simplement d'un point de vue de ça c'est bien, ça c'est mal. C'est qu'est-ce qu'on peut faire dans une situation donnée, et qu'est-ce qui permet d'abord aux militants de survivre, et qu'est-ce qui permet de faire avancer les choses. Voilà la question pour Cherbourg. Je pense que c'est aux camarades qui sont le plus près de Cherbourg de répondre. Ouais, de toute manière, moi j'avais dit camarade que je vais monter à Cherbourg dès que je peux. Donc là, dernièrement, c'était un petit peu la course, et puis là, c'est pas forcément la course, mais je sais pas quand j'aurai le temps libre, mais je vous préviens de toute manière. Hein, je suis pas si loin que ça. Je suis à 1h et demie de Cherbourg, donc ça peut se faire. Et puis on va aller parler de tout ça tranquillement, et puis voilà. Je voulais juste ouais, de toute manière, je pensais que tu me posais la question à moi. Hein. Je voulais juste répondre, justement, c'est par rapport à ça, à partir de quel point on a des conditions favorables à justement pouvoir faire du boulot militant, et puis pour que le mouvement social puisse se développer et tout ça. Je pense que c'est dans ces situations-là, pour les gens qui sont sur place, qu'ils militent dans les milieux syndicaux, dans les milieux politiques, milieux associatifs, peu importe, ou tout simplement humanitaires et tout ça. Hein, voilà, chacun ses
sensibilités, ou tout ça ensemble, parce que il n'y a pas de raison que ça s'oppose. Donc c'est la première question qui se pose quand on est dans une situation comme ça. Donc tout à l'heure, moi je faisais une parallèle avec Kosovo, mais si c'est pas du tout le même cas de figure, quoi. Il y a des similitudes par rapport à certains trucs, et puis il y a des grosses différences. Donc voilà, sur Kosovo, oui, à un moment donné, moi je me suis justement après la rencontre avec Ucheka et tous les discours que moi ne m'ont jamais séduit, parce que il peut bien parler des droits, des démocraties, de multiculturalisme, de droits des femmes, etc. Quand il me reproche qu'en tant que fils d'un Albanais, je connais pas albanais et que c'est une honte, derrière tout ça, je sens un truc vachement pourri. Mais de l'autre côté, c'était pas la seule force qui existait au Kosovo, on va dire une grosse force politique. Il y avait aussi Ligue démocratique de Rugova, qui existait depuis, c'était un ancien membre du parti qui a choisi à un moment donné, déjà sous Tito, une voie un peu nationaliste, cherchant encore plus d'autonomie pour Kosovo, etc. Et je suis pas d'accord avec les accords à Rambouillet, par exemple. Ce sont des accords qui auraient permis, par exemple, que justement Ucheka soit complètement privé du pouvoir et qu'on aurait eu quelqu'un d'autre en face. Et qui aurait créé premièrement toute la boucherie qui est arrivée par la suite, etc. On aurait eu comment je dirais, un État qui nous permettrait effectivement après de nous battre sur le terrain, mais sans forcément risquer sa vie. Faut pas oublier, on militait quand même dans des conditions où tu sors faire un collage, tu risques ta vie. Moi, j'avais quand même des camarades que j'ai jamais retrouvés par la suite, qui ont disparu, qui ont carrément crevé devant moi. Donc, ce sont des choses qu'on vit dans le quotidien, et quand on vit ces choses-là dans le quotidien, on ne se pose pas les mêmes questions, en fait. On cherche juste de sortir de cet état. On n'est même pas dans cette question prise de pouvoir, mobilisation, etc. On veut juste sortir de cette cercle vicieux, arriver dans un état où on peut faire son boulot de militant, comment dire, dans des conditions où on risque pas sa vie, où on va pas se faire buter, où on peut faire une manifestation, créer un rapport de force dans une boîte, sur un sujet social ou n'importe quoi, sur les poubelles d'une ville, ou peu importe, rentrer dans les rapports de force sans qu'il y ait des morts, sans qu'il y ait des représailles, c'est ça. Enfin, les conditions ne sont pas du tout les mêmes. Et quelque part, à un stade encore plus supérieur et encore plus dangereux, les camarades, par exemple, kurdistan irakiens, qui effectivement fuient les balles de tous les côtés. Enfin, faut pas oublier que PDK, UPK, c'est quand même des gouvernements super anti-ouvriers qui ont déjà leurs milices, ont déjà fait des morts lors des manifestations, lors des grèves, etc. De l'autre côté, tu as des milices chiites ou sunnites. Voilà quoi, tout ça ensemble, à un moment donné, tu dis, putain, si quelqu'un peut venir me débarrasser de tout ça pour que moi, je peux faire mon taf, déjà, pour beaucoup de gens, c'est même pas une question de militer ou quoi que ce soit. Pour beaucoup de gens, c'est surtout de pouvoir se coucher sans peur que sa maison soit effectivement pulvérisé par une grenade, etc. Pendant la nuit, que tu peux envoyer tes gosses à l'école sans penser qu'ils vont tomber sur un sniper ou sur un gros connard qui va les égorger ou machin truc, etc. Voilà, ce sont des questions tout simples qu'on se pose. Donc voilà. C'est toujours plus difficile. On rencontre des réfugiés, ça, les réfugiés, ça peut être tout et n'importe qui. Après, c'est
en règle générale, 2-3 coups de clic sur un réseau social, et on peut rencontrer des Irakiens, des Syriens ou des gens de n'importe quel pays du Moyen-Orient, et avec une quantité raisonnable d'en anglophone. Si on est arabophone, c'est encore plus simple. Donc, non, c'est pas spécialement compliqué. Par contre, pour avoir des contacts, des contacts solides, durables, voilà, les réseaux militants sont quand même irremplaçables. Mais oui, c'est pas spécialement difficile à faire. Oui, bah justement, le syndicat des chômeurs irakiens, c'était Dashti qui en était responsable, dont on parlait. Qui est adhérent à la fédération des syndicats et conseils ouvriers. Mais il faudra peut-être qu'on voit peut-être à Cherbourg de venir avec Dashti ou un autre camarade. Je crois que c'est dans les choses peut-être à organiser dans les moments qui suivent. Ouais, voilà, bon, sinon, je reviens encore un petit peu là-dessus, mais euh, euh, encore une fois, on peut pas, évidemment, là, c'est encore un peu trop loin pour prévoir, mais je sais pas, est-ce que vous croyez que voilà dans 2 ans le FN pourrait aux prochaines présidentielles ou législatives, est-ce que je sais pas, est-ce que vous pensez qu'il est possible que FN fasse un nouveau score significatif? Voilà. C'est une vraie crainte. C'est une vraie crainte, je crois qu'on avait avant, le 13, qu'on a. Enfin, moi, je l'ai. Moi, cette crainte-là, là, je te parle de façon personnelle, ouais, ouais. J'ai une grosse crainte, de façon aussi générale, d'un renforcement du racisme, des trucs comme ça. C'est vraiment une grosse crainte, une grosse angoisse que j'ai. Voilà, maintenant, il va falloir se bagarrer contre, mais on va ramer à contre-cours. Voilà. Je pense pas que les années qui viennent vont être super réjouissantes pour nous. Voilà. Euh, voilà. Voilà. Mais je vois pas l'avenir non plus. Hein, si ça se trouve, dans 1 an, il va y avoir une explosion sociale qui va redistribuer les cartes, qui va changer la donne. Ce qu'on espère. Mais voilà, pour l'instant, je suis plutôt pessimiste dans l'avenir des mois qui viennent. La réaction dans les manifestations est rassurante, mais le problème c'est que les gens qui vont dans les manifestations et les gens qui votent ne sont pas les mêmes. D'abord, une partie des gens qui vont dans les manifestations ne votent pas forcément. Et globalement, quand ils votent plutôt à gauche. Même dans ces manifestations comme ça, un peu œcuméniques, bon, ça reste la tonalité. C'est pas forcément les gens qui votent traditionnellement FN qui vont y aller. Et on est très souvent surpris, dans l'histoire. Il y a des moments où il y a un énorme mouvement social, où on se dit ça bascule à gauche. Non, la gauche se mobilise, et quand ça vote derrière, ça vote à droite. Les élections de l'après 68 en sont l'illustration parfaite, mais on l'a vécu dans des proportions plus restreintes un certain nombre de fois. C'est-à-dire que tous les gens qui justement ne participent pas aux mouvements sociaux, euh, ils peuvent par derrière, encore plus préoccupant pour les militants aujourd'hui, des gens qui sont dans nos syndicats, qui sont dans les mouvements sociaux, une fois qu'ils sont dans l'isoloir, votent pour le Front National, on le sait. Donc on est effectivement confronté à ce problème-là. Le risque, il est absolument réel. Et la configuration change progressivement. Là, on voit qu'on est dans une espèce de concurrence sur le terrain de la droite. Le gouvernement est obligé d'en passer par là. Bon, c'est pas une grande nouveauté, mais c'est encore plus marqué qu'avant. Sarkozy est en train de ressortir du bois avec un discours plus à droite que jamais, et Marine Le Pen est sur les rangs. Et bon, on va avoir malgré tout les régionales dans très peu de temps.
il y a quand même un risque non négligeable que plusieurs régions importantes, dont la mienne, basculent à l'extrême droite. Donc ça va aussi influer sur les résultats des élections suivantes. Là encore, il n'y a pas de remède miracle à ça. Par contre, il faut être très attentif à qu'est-ce qu'on raconte dans l'extrême gauche pour contrer ça. Et je crois qu'il faut être très, très précis, très prudent sur un certain nombre de terrains et sur un certain nombre de questions sensibles. Justement, quand les questions sécuritaires sont posées et que globalement la population y adhère, se mettre dans une situation où on apparaît, et c'est le cas d'une partie de l'extrême gauche aujourd'hui, comme étant finalement assez indifférent aux attentats, c'est une position très très inconfortable. Donc je crois qu'il faut réfléchir à tout ça aussi, et ce n'est pas uniquement une question tactique. C'est ce que je disais quand on discutait avant de commencer, donc effectivement des manifs en hommage, etc. Quelle que soit la position politique par rapport à ça, enfin, je veux dire, c'est surtout des réactions un peu individuelles. Dans ce cas de figure, comme d'autres cas de figure, il faut surtout marcher avec les gens et pas en marge, même pas regardant. Enfin, c'est pour savoir si FN passera ou s'il y a des possibilités qui passent. Il suffit un petit peu d'aller tâter le terrain et tout ça. Et bon, effectivement, il y a des choses qui sont rassurantes. C'est la mobilisation dans certains cas de figure, etc. Moi, franchement, la manif à Nantes, il y a quelques jours, ça m'a fait chaud au cœur. Quand il y avait l'agression fasciste à Besançon contre le local FA, il y avait une mobilisation que, voilà, avec les copains de la FA ici, on en a discuté, on s'est dit, oui, il y avait du monde et c'est très bien et tout ça. Mais encore une fois, je rejoins Nico complètement, ce ne sont pas forcément les gens qui votent et loin de là. Et même quand ils votent souvent au premier tour, ils votent pas au 12e et tout ça. Et après, il y a des discours quand même inquiétants, notamment, voilà, maintenant les conditions sont encore plus propices pour ce type de discours, des amalgames, des choses, voilà, des choses complètement dégueulasses sur lesquelles on peut tomber. Et puis, jusqu'à effectivement, Thomas disait tout à l'heure, je sais plus, oui, effectivement qu'il a entendu des militants de front de gauche qui somment les musulmans, par exemple, pour se pour montrer leur pas solidarité. Voilà, j'ai essayé de trouver une astuce avec les attentats, etc. Enfin, je veux dire, ça aurait été plutôt, c'est plutôt au FN de le faire, mais il y a parfois des solidarités. Oui, c'est ça. Le problème, c'est pas de l'écrire, c'est de le dire. Surtout à cette heure-ci. Donc voilà, c'est plutôt un discours qu'on entend au FN, et parfois les discours se rejoignent par rapport à cette gauche institutionnelle qui n'arrête pas de faire clin d'œil à l'électorat ultranationaliste d'un côté. De l'autre côté, l'extrême gauche, oui, il y a une partie qui effectivement, dans ces situations-là où il faut occuper le terrain et se bagarrer, mais intelligemment, fait un petit peu l'air indifférent, et c'est super, voilà, c'est un peu contre-productif à terme. Donc ça ne veut pas dire qu'on va demain sortir avec le PS, avec les militants PS par les mains et tout ça, mais je veux dire, demain dans ma ville, quelqu'un touche à un militant PS, effectivement je vais être le premier mobilisé. Dans ce cas de figure, ça ne me dérange pas dans une manif ou dans une lutte pour aider les réfugiés, etc., me retrouver avec les militants PS à côté. Voilà, parfois même j'arrive à avoir des discussions bien plus intéressantes avec eux qu'avec certains militants de fond de gauche, mais bon, ça c'est une autre chose. Voilà, c'est à un moment donné, il faut aussi occuper le terrain politique, ce qu'on fait pas forcément bien. Donc on peut toujours rejeter la faute à des gens qui votent et qui votent mal, ou des gens qui veulent pas se mobiliser, etc. C'est comme dans une boîte, quoi, un syndicaliste qui arrête pas de chialer parce que les gens se mobilisent pas et tout ça. La question c'est, est-ce que tu as fait tout
pour justement parler avec des gens. Est-ce que tu as fait tout Voilà, dernièrement, j'ai eu une discussion avec une section syndicale CGT d'un hôpital. Voilà, c'est ma compagne qui a adhéré en quittant un autre syndicat, etc. Et on a discuté. Voilà, et de toute manière, elle leur lâche 2 ou 3 infos de section, de son service, etc. Ils n'étaient même pas au courant, alors qu'il y avait de la matière pour parler aux gens, etc. Donc, c'est aussi une question de quelle manière est-ce qu'on est vraiment attentif à ce qui se passe autour de nous, est-ce qu'on est vraiment attentif est-ce qu'on y répond aussi comme il se devrait. C'est comme ça aussi qu'on crée un petit peu des déclics, des mobilisations, etc. Et voilà, on peut en parler, est-ce que les gens vont voter au FN, etc. Je pense que chacun de nous, dans son entourage, a déjà quelques éléments qui disent qu'effectivement, on entre dans une période super pourrie et je ne sais même pas comment on va s'en sortir. Hein. Bon, on va peut-être arrêter là, parce qu'il est déjà bientôt minuit. Je suis d'accord avec toi, Pascal, on peut clore là. Et puis, moi, personnellement, je remercie à tout le monde d'être venu. Hein. Donc, la discussion a été super sympa. Et faut pas oublier que tous les mois, on organise, tous les 2 mois, on organise donc une réunion publique en ligne sur des différents sujets. Parfois, c'est dicté par l'actualité, comme cette fois-ci, même si cette fois-ci, on devait surtout parler de la situation en Syrie et tout ça. Ça va être déplacé peut-être pour une date ultérieure. Et puis, Syrie et Irak aussi, mais aussi la Turquie. Donc la situation politique dans ces pays-là. Et puis parfois, donc effectivement, c'est des sujets qu'on considère intéressants, sur lesquels il faut discuter avec des camarades, avec des gens qui sont intéressés. Voilà, quoi. C'est par ces questions-là. Donc en tout cas, merci. Moi, je vous dis bonne nuit à tout le monde et puis à une prochaine fois.